Eh bien, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors, à travers ce pitch, j'aimerais vous sensibiliser à une autre façon de concevoir votre stratégie digitale, en la pensant résolument client et en se basant sur le concept qui a été déployé par les plateformes digitales ces dernières années. Alors moi je suis Johan Moyon, je suis consultant chez IC. Donc, nous sommes une entreprise d'expertise numérique dont le siège est à Nantes et qui accompagne les clients de la phase de conseil stratégique jusqu'à la réalisation de solutions business technologiques. Alors pour commencer cette présentation, je voudrais faire un petit bond en arrière en 1852 pour parler de ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle avec l'invention des grands magasins. Monsieur Boucicaut, en 1852, donc, a eu l'idée géniale d'implanter des grands magasins dans Paris. Et au-delà de la transformation urbaine que cela a engendré, eh bien, ce personnage a créé trois révolutions qui sont fondamentalement ancrées dans ce que l'on peut aujourd'hui pratiquer quand on parle de relations clients. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, il a créé l'unicité de lieu pour les magasins, quelque chose qui n'existait pas encore à l'époque. Il a aussi déspécialisé les magasins, dans le sens où, jusque-là, un cordonnier faisait de la cordonnerie, mais ne pensait pas du tout développer un business au-delà de sa propre expertise. Et puis, il a instauré la transparence des prix. Il faut se mettre encore une fois à l'époque où tout était globalement fait à la tête du client. Les prix n'étaient pas affichés. Et voilà, ça se faisait comme une sorte de grand troc. Bien en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait, M. Boucicaut ? Il a réduit l'effort et il a facilité le parcours client, l'unicité de lieu. Il a adapté l'offre aux besoins du client. Il a engagé en fait les professionnels à développer leurs services au-delà de leur expertise. Et puis, il a réussi à obtenir la confiance des consommateurs, puisqu'il a affiché les prix. Eh bien, en fait, tout ça, voilà, ça date de 1852, mais aujourd'hui, lorsque l'on parle des plateformes digitales, on retrouve bien l'ensemble de ces thématiques. Parce que quand on parle de plateformes digitales, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est bien de réunir au sein d'un même endroit des services complémentaires qui offrent de la valeur et qui permettent de mieux satisfaire le client. Alors je vais quand même revenir en 2020 et je vais vous faire une petite présentation de ce que sont finalement les plateformes aujourd'hui que vous connaissez. Et vous montrer leur concept et leur raison d'être. Premier type de plateforme que l'on connaît, ce sont les plateformes d'entreprises plateformes, c'est-à-dire des entreprises qui n'existent que par l'intermédiaire de cette plateforme. Blablacar n'a pas de raison d'être sans sa plateforme. Et qui ont pour concept de mettre en relation des individus et des services. Tout ça autour d'une mission. Alors, Blablacar, je vais être un peu interactif. Est-ce que vous connaissez Blablacar ? Je pense que oui. C'est quoi Blablacar ? C'est du covoiturage ? Absolument pas. Non. La mission de Blablacar, c'est « Et vous, qui allez-vous retrouver ?» Bon, je suis évidemment un peu provocateur, oui, c'est du covoiturage. Mais ce qui est très très marquant dans la stratégie de communication des plateformes, c'est qu'on ne s'appuie pas uniquement sur l'offre de services qu'on va proposer, mais on s'oriente sur une approche beaucoup plus globale qui correspond finalement à l'attente du client. Et ça a un double effet, c'est que ça permet à la fois d'être bienveillant. On va parler du trajet le trajet qui vous convient le mieux. On va intégrer des notions de liberté, d'écologie, de sentiment d'écologique. On va créer de la fraternité autour du voyage. Et derrière, évidemment, on fait du covoiturage. Sauf qu'en faisant ça, la plateforme se donne une image, se donne une raison d'être qui va au-delà du service qu'elle propose et qui va satisfaire et rassurer le client final. Alors ces plateformes, elles ont aussi comme modèle
au-delà de créer du lien entre individus et services, elles ont aussi un modèle business, hein, puisqu'elles n'existeraient pas sans ça. Donc ces plateformes, elles sont basées sur un modèle gagnant-gagnant, à la fois pour l'offreur et pour le demandeur. L'offreur qui offre son service et le demandeur qui a besoin de se déplacer. Ça, c'est le modèle business. Le mode de rémunération, ils sont multiples, mais généralement, c'est souvent basé sur des rétributions de commission entre les services, celui qui paye le service et celui qui le fournit. Et le but ultime de ces plateformes, c'est pas simplement d'être sympathique hein, et d'apporter un service à ces différents utilisateurs et usagers, mais c'est aussi de créer, à un moment donné, de se développer et de créer ce qu'on appelle un effet réseau. Plus la plateforme va se développer, plus elle va accroître sa notoriété, et plus elle va être en mesure d'engranger des données et de pouvoir s'ouvrir à d'autres offres de services. Par exemple, pour Blablacar, vous voyez là-haut, on a Blablasure. Bah oui, voilà, Blablacar s'est dit, ok, c'est bien, maintenant j'ai une offre dominante sur le marché du covoiturage, effectivement. Mais pourquoi ne pas aller plus loin? Parce que finalement, l'offre globale et l'offre ultime que souhaite mon usager, eh ben, ça va peut-être au-delà de cette notion de covoiturage. Et proposer des assurances autour de ce service, ça a du sens. Donc si ça a du sens pour le client, ça a du sens pour la plateforme. C'est ça l'idée donc le concept fondamental des plateformes qu'on va retrouver dans l'ensemble des modèles que je vais vous présenter. Alors sur ce type de plateforme, on en trouve plusieurs, hein, Airbnb et d'autres qui sont basés, là encore, sur ce modèle peer-to-peer de mise en relation de services et de particuliers. Un deuxième type de plateforme, ici, qui consiste à mettre en relation des particuliers et des professionnels autour de biens ou de services. Ça, c'est le concept. Et puis là encore, on va retrouver des missions totalement différentes de simplement annoncer, dans le cadre de Doctolib par exemple, que c'est une plateforme de rendez-vous. Non, ça va plus loin que ça. Hein. C'est transformer la santé avec une nouvelle approche. Ça donne un sentiment d'adhésion, un sentiment au-delà du service que la plateforme va m'apporter, de m'engager quelque part dans une démarche tout à fait bienveillante et positive. Alors, la mission pour Doctolib, si c'est celle-ci, elle s'appuie aussi sur un modèle qui consiste en fait à accélérer la mise en relation de ces professionnels, à acquérir un nombre de partenaires suffisant pour répondre à une demande. Le risque souvent, hein, parfois sur ces modèles, c'est de lancer un service alors que on constate un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il faut savoir que par exemple Uber n'a pas lancé son service tant qu'il n'était pas sûr d'avoir au moins 80% de taxis qui puissent répondre à l'attente qui se faisait autour de ce service. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Hein. Il y a quelques risques et quelques précautions à prendre lorsque l'on veut essayer de mettre en place une plateforme de service. Voilà, donc c'est basé sur la richesse et le bénéfice pour la plateforme. D'abord, le bénéfice pour le partenaire, c'est surtout d'acquérir une possibilité de déployer son service sans avoir à investir quoi que ce soit. Il y a déjà une plateforme qui existe. Moi, je suis professionnel de santé. Je ne vais pas m'amuser à créer mon site tout seul de mon côté, alors qu'une plateforme me propose sa notoriété, me propose une richesse d'usagers que je vais pouvoir cibler aussi autour de l'offre que je suis capable de donner. Et puis pour la plateforme, l'intérêt c'est qu'elle a créé un modèle qui lui permet de se séparer ou d'acquérir de nouveaux partenaires en fonction des événements qui peuvent se passer pour pouvoir continuer à préserver la notoriété et l'image de marque qu'elle essaye de véhiculer. Un mauvais partenaire, je vais pouvoir m'en séparer et puis je vais pouvoir en acquérir de nouveaux très facilement. La simplicité de l'interface, la simplicité de pouvoir transformer et faire évoluer son offre de service, c'est un principe fondamental dans la constitution d'une plateforme. Alors sur ce modèle, qu'on appelle typiquement les marketplaces, on retrouve beaucoup d'exemples, vous les connaissez certainement. J'ai noté aussi celui de la Fnac qui est une histoire un petit peu différente. Parce que la Fnac, sur ces exemples-là,
c'est la seule plateforme qui n'est pas à l'origine d'une plateforme, qui vient d'un monde plus classique, d'abord un magasin, puis qui a ouvert un site de commerce électronique, et qui s'est ouvert après derrière sur un modèle de plateforme. Et elle a fait ça aussi parce que dans le monde concurrentiel, la stratégie de positionnement de commercial lorsque l'on vend comme ça des offres et des services nécessite de se remettre très régulièrement en question. Donc la Fnac a passé ce pas pour pouvoir répondre au mieux des besoins de ses clients. Elle s'est dit, si mes clients trouvent une offre plus globalisée ailleurs, sur des sites comme Amazon, et peut-être qu'il faut que je suive cette innovation, il faut que je suive ce mouvement et que je propose moi aussi ma plateforme. Un autre type de plateforme, c'est l'exemple des plateformes de contenu. Là, on est sur Canal+. Et le concept, il va encore plus loin. Jusque-là, je vous ai montré quelques façons de pouvoir agréger des contenus de fournisseurs divers à travers les marketplaces. Mais là, on va encore plus loin puisqu'on propose même des contenus concurrents. Canal+ n'hésite pas, comme tous les autres d'ailleurs, à proposer des offres qui proviennent d'autres distributeurs de contenu, Disney+, Netflix, OCS. Pourquoi? Pour répondre à sa mission qui est de proposer l'offre ultime pour les fans du cinéma et de séries. Alors si elle fait ça, c'est pas juste pour faire plaisir à ses partenaires, c'est que Canal+ donc a senti que en adoptant cette stratégie, elle avait plus de chances de fidéliser sa propre clientèle, ses propres abonnés. Et en plus, elle bénéficie en faisant ça d'une meilleure connaissance de ses clients. Puisqu'elle sait que ses clients, de toute façon, ce qui les intéresse, c'est pas l'offre Canal+, parce que c'est Canal+. Ce qui l'intéresse, c'est de vivre du cinéma à travers la télévision. Et si les gens veulent du contenu diversifié qui lui est proposé par d'autres fournisseurs, elle va le faire. Et la différence, c'est que là, je vais le savoir. Je vais le savoir et je vais pouvoir après, derrière, adapter mon offre, adapter peut-être ma stratégie de création de contenu avec la connaissance client que je vais accumuler. Donc vous voyez, à travers les plateformes, on a quand même beaucoup de situations qui sont très différentes, mais qui ont toutes le même objectif, rester toujours avec un niveau d'innovation suffisant pour pouvoir s'assurer de fidéliser ses clients et de les satisfaire tout au long de l'évolution de mon marché, de mon offre, et de proposer quelque chose qui va au-delà de mon offre, pour pouvoir, encore une fois, rester dans la course avec le marché concurrentiel. Voilà, l'offre ultime, et donc l'objectif, le modèle, fidélisé à travers un écosystème étendu et contrôlé. Alors il y a une multitude d'autres plateformes. Je voulais juste vous faire un petit panel de ces plateformes qui parfois n'en paraissent pas, mais qui finalement répondent un petit peu toutes à la définition que je vous ai donnée jusque-là. Des plateformes de contenu, des plateformes de réseaux sociaux, donc des plateformes de curation, des plateformes technologiques, des plateformes de développement, des plateformes basées sur l'utilisation, l'usage des objets connectés. Et puis cet exemple-là, Google Assistant. Google Assistant qui en fait est une vraie plateforme à part entière parce que au final, Google Assistant, il répond à une promesse qui est qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Et la façon de répondre à cette promesse, elle se fait à travers une interface très simple, simplissime même, avec un langage naturel, et elle vous ouvre vers une multitude de services connectés sur Internet. C'est peut-être l'exemple le plus fondamental de ce qu'est une plateforme, au final. Voilà, après avoir fait ce petit tour d'horizon, on peut repenser à soi. Vous, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes confronté si vous avez besoin de réfléchir à votre stratégie digitale, vous allez pouvoir vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et je reste concentré sur l'exposition de mon offre classique? Ou alors, est-ce que je me pose la question de savoir qui sont mes clients, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché qui pourrait compléter une offre qui aurait un sens par rapport à ce dont ont besoin mes clients, et comment je vais créer du lien entre tout ça. L'objectif et l'enjeu fondamental quand on parle plateforme, c'est de créer du lien entre les services. C'est une question qui va perdurer. Et il y a une deuxième notion qui est très importante, c'est la notion de valeur.
Parce que, au final, la valeur, c'est la base de la stratégie, c'est la base de votre stratégie digitale. Il va falloir réfléchir, vous en tant qu'entreprise, société, quelle est la définition de votre valeur? La valeur, c'est quelque chose qui est subjectif, mais légitime. C'est pas un coût. Le client n'achète pas un objet ou un service par rapport à son coût. Il achète en fait ce qui pour lui a de la valeur. Et la différence entre un coût et la valeur, elle est fondamentale. Le meilleur exemple qui existe encore aujourd'hui pour pouvoir illustrer cette notion de valeur, c'est Apple qui nous l'a fourni. C'est le plus connu et c'est encore un peu vrai aujourd'hui. Apple, en fait, produit des téléphones, des ordinateurs portables, etc., quasiment 2 fois plus cher qu'un concurrent qui pourrait proposer exactement le même outil, la même technologie, le même service. Et pourtant, Apple vend des téléphones. Comment ça se fait? Eh bien simplement parce que Apple a toujours raisonné en valeur. Il a toujours essayé de convaincre que à partir du moment où moi, ingénieur Apple, je produis ce téléphone, je veux montrer qu'il est bien pour moi et que s'il est bien pour moi, il est bien pour vous. Et en intégrant en fait toute l'entreprise autour de cette notion de valeur, eh bien cette impression que ce téléphone, ok, il vaut 600 euros, l'autre vaut 300 euros, mais ouais, mais celui-là, il les vaut. Il les vaut parce que j'aime la valeur que représente cette entreprise et j'aime la valeur que représente ce téléphone. C'est l'exemple le plus extrême, je pense, mais c'est c'est celui qui permet de mieux représenter ce qu'est la valeur. Et bien vous, au niveau de vos entreprises, vous aurez aussi à définir ce qu'est votre valeur, au-delà de l'offre que vous vendez. Alors comment on fait pour passer d'une stratégie on va dire verticale, traditionnelle, où j'ai un site, où je vends, où j'ai un réseau de distribution, un réseau commercial, qui s'appuie sur l'offre classique, le service que je vends, la communication, à une offre, à un positionnement, qui soit orienté, plateforme, basé sur une expérience client et basé sur un ensemble d'écosystèmes et de concepts que j'ai mis en place et qui vont guider et qui vont même engager toute mon entreprise. Pour savoir si on est concerné, il va falloir se poser quelques questions. Est-ce que ma valeur, d'abord, elle est essentiellement portée par mon entreprise? Ou est-ce qu'il existe des partenaires extérieurs, des fournisseurs, des associations, des concurrents, on l'a vu tout à l'heure, des places de marché qui avec lesquelles je pourrais m'associer pour pouvoir créer quelque chose qui a un sens pour mes clients? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. La réponse n'est pas toujours oui. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est est-ce que mon avantage compétitif se trouve dans le contrôle de l'écosystème et des données? Ouais. Quand on est sur une position de marché, on peut se dire, par exemple, est-ce que j'ai intérêt à aller intégrer une plateforme existante ou est-ce que j'ai intérêt de créer ma propre plateforme en essayant d'évaluer, bien entendu, si j'ai intérêt à rester dominant ou si si j'accepterais de créer une plateforme en étant dominé par une autre plateforme. Il y a plein d'axes, il y a plein d'enjeux stratégiques qui peuvent arriver qui peuvent graviter autour de ça. Et le contrôle des données, voilà. Parce qu'en fait, mettre en place une plateforme, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fondamental. L'intérêt, c'est qu'on va mieux connaître ses clients parce qu'on va avoir une approche globale de ce qu'ils font. Ça, c'est pas nouveau, hein. Maîtriser la donnée, lorsque l'on parle relation client, c'est une préoccupation permanente. Il faut maîtriser la data, il faut maîtriser la qualité de la donnée. Mais là, ce qui change quand on parle de plateforme, c'est la dimension, c'est l'échelle. On a beaucoup plus de données, on a beaucoup plus de transactions, on a beaucoup plus de flux, on a beaucoup plus d'analyses à faire. C'est ça le plus important et c'est ça le plus difficile à mettre en place. Et enfin, on va se poser une question de savoir s'il existe un modèle économique justifié par rapport à mon positionnement. Selon que vous soyez B2B, B2C, B2B2C, vous allez vous rapprocher de partenaires ou donc de concurrents pour pouvoir construire votre plateforme, si vous avez décidé d'aller dans ce sens. Il faudra vous assurer que dans tous les partenariats que vous allez mettre en place, vous soyez bien gagnant-gagnant.
Il y a eu des plateformes qui ont capoté parce que la stratégie consistait à aller presque faire une OPA sur une autre plateforme, en disant voilà, toi tu vas te mettre partenaire avec moi et puis ça va être bien et puis on va y arriver. Ce que j'ai montré tout à l'heure pour Canal+, ça aurait très bien pu ne pas marcher. Mais ils ont trouvé un terrain d'entente. Donc c'est important quand vous créez une plateforme ou quand vous envisagez de le faire, de vous dire est-ce qu'il y a bien un terrain d'entente, est-ce que je peux bien être gagnant-gagnant sur l'ensemble des partenariats que je voudrais créer pour pouvoir mettre en place ma plateforme. Ok? Allez, pour passer de la promesse à la plateforme, on peut essayer de se poser quelques questions sur des exemples concrets. Alors c'est des exemples qui n'existent pas, mais l'idée c'est juste d'essayer de vous projeter sur un modèle, sur des réflexions, sur la façon dont on doit pouvoir repenser la notion de valeur et la notion de modèle autour de modèle digital de son entreprise à travers des exemples concrets. Premier exemple, gagner du temps et de l'argent. Si on imagine aujourd'hui une plateforme qui vous promettrait de gagner du temps et de l'argent, on va dire waouh, c'est chouette. C'est finalement quelque chose d'universel. Ça m'intéresse. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Prenons un constat simple. Aujourd'hui, vous êtes client d'une banque, peut-être plusieurs, et vous avez une application qui vous est fournie par votre banquier qui vous permet de gérer vos comptes, de faire quelques opérations simples, hein, virements, quelques placements, quelques consultations diverses. Et puis vous avez votre conseiller qui va être votre point d'entrée quasiment unique pour faire un petit peu tout l'aspect service, conseil avancé, voilà. Et ça s'arrête là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez vraiment mettre, que vous dites je vais prendre à bras le corps la gestion de mon budget, vous êtes obligé de passer par la case conseiller. Ou alors d'aller voir un expert comptable, ou alors d'aller voir un conseiller en fiscal, etc. Donc énormément de temps à perdre en allant voir plein d'acteurs du marché différents. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui il n'existe pas de plateforme qui vous permettrait, par exemple, de centraliser l'ensemble des actifs dont vous disposez, si vous êtes multibancarisé, par exemple. Hein. Alors ça existe. Il y a des plateformes qui permettent de faire ça, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a aucune intelligence qui vous permettrait de dire, tiens, dans tes dépenses énergétiques, il y a une petite anomalie. Je sais que je vois que tu dépenses 60 euros d'électricité par mois. Il y a un truc qui ne va pas. Et je pense que tu peux trouver mieux ailleurs. On peut imaginer énormément comme ça de services basés sur de l'intelligence, basés sur du prédictif, basés sur l'analyse de données croisées, pour pouvoir vous permettre de gagner du temps et de l'argent. Ben voilà un type de plateforme qui pourrait être mise en place. Soit créée de toute place par une entreprise plateforme, soit imaginée par un des acteurs de ce service, une banque par exemple, pour pouvoir élargir son domaine de compétences. Voilà, je vois le temps qui passe. Je voulais vous parler aussi d'une autre idée, bouger avec vous. Alors, le principe consistait à dire que aujourd'hui, même dans le monde du sport, où il y a énormément de passionnés de la course à pied notamment, dont je fais partie, j'ai jamais gagné une course, mais ça me passionne, donc je connais bien le réseau. J'ai aucune offre globalisée qui me permette à la fois de gérer des inscriptions à des courses, d'acheter du matériel, d'avoir un suivi médical, longitudinal. J'ai eu des blessures et voilà, je vais voir un expert un peu au hasard. J'ai besoin aussi de faire du covoiturage pour aller assister à des courses. J'ai besoin de partager des informations. J'ai une montre connectée qui elle-même me fournit un réseau social qui lui-même est connecté à des entreprises qui savent mesurer mes mesures, justement, qui savent faire des indicateurs sur mes mesures biométriques. Bon, voilà. Mais je n'ai pas d'offre globale. Je dois avoir à peu près 7-8 applications nécessaires pour pouvoir faire ça. Et je pense que, vu le nombre d'utilisateurs, il y a des vrais marchés qui existent là-dedans. Tout ça pour dire que on peut, le mot plateforme, c'est pas une affaire de GAFA, c'est des choses qui peuvent aussi se créer si on a des idées, si on a de l'innovation, si on pense innovation, si on pense client, et si on souhaite emmener toute l'entreprise autour d'une idée différente et globale.
Un dernier exemple, ça aurait été voilà, mieux parcourir ma ville. Je pensais à un acteur local de mobilité qui pourrait se dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, je propose en fait une location de vélo. euh, et au final, qu'est-ce que je sais de mes clients? La seule chose que je sais de mes clients, c'est qu'ils prennent le vélo à telle heure et qu'ils le restituent à telle heure. Alors qu'en fait, là je parle de vélo, mais même pour le bus, il est très rare d'imaginer, il est très difficile d'imaginer que les gens prennent le bus simplement pour se dire, tiens, et si je prenais le bus ce matin? Les gens prennent le bus pour une raison qui démarre avant le moment où ils prennent le bus, qui continue après le moment où ils sortent du bus. Et il se passe des choses pendant, il se passe des choses avant, après. Et si on essaye de réimaginer finalement le transport urbain comme étant une manière de mieux parcourir sa ville, on a une vraie création de plateforme qui est possible. Pour ça, on s'appuiera sur les cibles existantes. Si je suis, voilà, je peux constater que lorsque je parle de mieux parcourir ma ville, je parle à la fois à des étudiants, à des familles qui viennent en ville pour passer un bon moment, qui vont peut-être avoir besoin aussi de services culturels, de services de restaurants. Je peux penser à des hommes d'affaires qui, au-delà de prendre le bus ou de louer des vélos, vont avoir besoin de dormir dans un hôtel, qui vont peut-être avoir besoin de sortir le soir. Et puis, si il n'y a plus de bus le soir, je vais peut-être avoir besoin de proposer des offres de taxi disponibles par rapport à côté de leur lieu. Tout ça dans une journée où il peut y avoir des événements qui se passent, des retards, des annulations, et être réactif par rapport à l'ambition et l'offre que je voulais leur faire au départ, à savoir mieux parcourir ma ville. Voilà, donc ça c'est une idée pour pouvoir dire qu'une transformation vers cette idée de plateforme est possible aussi pour un acteur qui est ancré. Premier qui arrivera à mettre en place la plateforme dominante deviendra un acteur incontournable dans le tissu local. Et c'est ça qui est très important, parce qu'il va pouvoir connaître parfaitement ses clients et proposer des services dominants à valeur ajoutée. Voilà, donc quelques axes que je vous ai décrits pour pouvoir définir cette stratégie orientée plateforme. Voilà. Donc au final, si on a décidé de passer d'une stratégie d'offre à une stratégie de plateforme, on pensera à évaluer la valeur apportée par la plateforme pour les clients, à travers les contenus, à travers les nouveaux canaux de service que l'on va lui proposer. On va évaluer la capacité de l'entreprise à répondre aux ambitions, parce que je ne sais pas si vous l'avez pressenti à travers ce que je vous ai présenté, mais tout ça nécessite évidemment d'être en mesure de proposer des services innovants régulièrement pour répondre aux besoins de la plateforme. Il faut aussi que l'entreprise soit ouverte technologiquement pour proposer une interface qui soit lisible et qui garantisse l'expérience client, l'intégration de nouveaux acteurs, la scalabilité et la sécurisation des transactions. Beaucoup d'enjeux technologiques quand même derrière la création d'une plateforme. Et puis il faut évaluer les risques, parce qu'il faut évidemment que l'offre et la demande soient au rendez-vous. Je vous ai expliqué tout à l'heure le cas d'Uber. Il faut innover au bon moment par rapport à ses concurrents. Ça ne sert à rien de faire une plateforme juste après le concurrent. Et il faut avant tout, à travers ces trois enjeux, atteindre la masse critique qui permettra à la plateforme de subsister. Voilà, donc au final, on peut voir la plateforme un petit peu comme un entonnoir. Vous avez une recette qui est composée de services, de produits, de clients, de contenus, tout un tas de choses qui est émergé. Et puis, vous avez des choses que vous allez pouvoir aller chercher chez vos partenaires, des API, de l'open data, des startups, tout un vivier technologique, tout un vivier de données dont vous disposez, où vous allez chercher de l'innovation que vous allez créer, et qui va faire que tout ça crée votre plateforme de façon avec un cycle qui soit toujours positif. C'est l'expérience client qui va remettre à chaque fois en cause cet équilibre. La plateforme, elle n'est pas
elle vit. Hein. La plateforme, elle vit, elle va évoluer sans arrêt en fonction de retours et des évaluations que vous pourrez faire des innovations que vous aurez apportées. Tout ça dans le but d'arriver vers ce magnifique océan bleu. J'adore cette morphose, c'est très joli. L'océan bleu, hein, vous savez ce que c'est l'objectif lorsque l'on met en place une stratégie commerciale, c'est d'être là où les concurrents ne sont pas. C'est bien ça en fait hein, qui va être différenciant. Voilà, on l'a vu pour quelques exemples que je vous ai montrés. Là où les concurrents ne sont pas, parce que vous allez pouvoir, à travers la plateforme, utiliser au maximum le potentiel de l'entreprise pour, et faire en sorte de créer un vrai moteur de valeur, un moteur de croissance, orienté client, orienté open innovation, donc un moteur d'innovation. Voilà, pour terminer, au final, ce qu'il faut savoir si on veut choisir d'aller vers une stratégie de plateforme, c'est qu'il faut avoir de l'ambition. Il faut partir d'une mission pour aller vers une valeur durable. Votre mission, hein, elle doit être liée à votre marque, elle doit être différenciante et elle doit être votre raison d'être. C'est ce qui va guider votre stratégie. Et tout ça, ça va s'articuler autour de différents défis pour atteindre cet océan bleu, des défis marketing, d'expérience client, des défis sur l'open innovation, parce qu'il va falloir constamment analyser les forces en présence, hein, trouver ce qui existe, trouver d'autres acteurs. Et puis c'est un enjeu aussi technique, hein, technique et data, fondamentalement technique et data. Et enfin, c'est surtout aussi un enjeu de process et d'agilité, parce qu'il va falloir casser les silos à la fois au sein de votre entreprise, mais aussi dans tout l'écosystème que vous allez mettre en place. Voilà, et pour que ce modèle perdure dans le temps, on va vraiment se concentrer sur l'apprentissage. Hein, on va essayer, on va travailler de façon agile, on essaye, on expérimente, on évalue et on réitère. Et on accélère comme ça jusqu'à atteindre le rythme de croisière qui vous permettra d'obtenir votre plateforme. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Sachez que ASI est présent sur le stand 17, je crois. Donc on vous accueille volontiers pour parler soit plateforme, mais n'importe quel autre sujet autour de vos besoins digitaux. Je vous remercie.